Alors, on a vu que le bâtiment est un secteur à la fois dynamique, mais aussi un secteur fragile, car son développement dépend notamment d'une activité majeure dans ce domaine, on l'a rappelé tout à l'heure, celle de la construction. Alors, quelles sont les attentes des Français en la matière, et puis comment est-il possible de continuer à construire dans un contexte où on parle de plus en plus d'arrêt d'artificialisation des sols? Grégory Monod, bonjour. Bonjour. Vous êtes promoteur immobilier en Haute-Savoie, vous êtes aussi responsable du pôle Habitat de la FFB. Jean-Michel Voulkov, bonjour. Vous êtes architecte et vous êtes président de l'UNFSA, le syndicat national des architectes. Brice Teinturier, vous êtes toujours avec nous. Brice Teinturier, quelles sont les attentes en matière d'habitat et de logement des Français aujourd'hui? D'abord, c'est un sujet passionnant, hein. C'est un sujet vaste et passionnant. Très chaud. Mais très chaud et où il y a eu des remaniements dans les représentations et les attentes à cause de la crise du Covid. Mais par exemple? Alors, globalement, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a en France à peu près la moitié des Français qui habitent dans une maison et la moitié dans un appartement. Chez ceux qui habitent en appartement, la moitié souhaiterait habiter en maison individuelle. Donc les attentes, c'est d'abord ça, c'est plutôt d'avoir sa maison parce qu'il y a une volonté individualiste. Ça, c'est l'effet Covid un peu. C'était déjà antérieur à l'effet Covid, mais ce que l'effet Covid a rajouté, justement, c'est cette envie d'avoir une relation avec l'extérieur. Donc il y a une survalorisation aujourd'hui de tout ce qui va être accès à une terrasse, à un jardin, à un espace plus grand, un espace ouvert. Il y a également des attentes qui ont bougé sur les aménagements intérieurs parce que, en termes de construction, les Français, et c'est là où on a rencontré le Covid, ont découvert pour une partie le travail à la maison, donc l'idée d'avoir une capacité plus modulable, peut-être moins de grandes pièces, mais une pièce en tous les cas qu'on peut moduler, isoler, faire un bureau, faire une pièce à part, etc. Et puis il y a un concept qu'on a travaillé avec Qualitel, que je trouve particulièrement intéressant, qui est celui de frustration spatiale. Et on voit qu'entre la surface projetée idéale des Français et la surface réelle de leur logement, il y a un écart qu'il faut quasiment toute une vie pour le réduire. Ce n'est qu'à partir de 60 ans que les espaces spatiaux coïncident. Et ça, la maison individuelle, elle répond davantage que l'appartement à ce désir d'avoir plus d'espace. Et la volonté d'être propriétaire est toujours aussi forte? Elle est toujours aussi forte parce que la maison, au-delà des aspects strictement matériaux et de ce que ça génère, c'est aussi un espace de sécurité. Et être propriétaire, c'est quelque chose qui reste important, a fortiori dans ce monde instable et plus anxiogène que jamais qu'on décrivait tout à l'heure. Alors les Français veulent être propriétaires, en même temps il manque, on estime, près d'1 million de logements en France et il y a très peu d'offres de logements, notamment en ville. Grégory Monod, comment vous l'expliquez ça? Aujourd'hui, je peux l'expliquer en partie et surtout grâce et à cause du foncier. Le foncier est un bien rare, un bien cher, qui justement permet à nos immeubles de voir le jour, mais de par la rareté et du manque aussi de prospective qu'on a pu avoir depuis de nombreuses années en la matière, n'a pas permis de libérer suffisamment de surface pour pouvoir construire de manière abordable. Donc, pour être simple, pas suffisamment de permis de construire? Pas suffisamment de permis de construire, oui, et donc une offre trop pauvre qui justement engendre de la spéculation, de l'inflation sur le prix du logement. Et des logements qui ont du mal à être abordables aussi pour les familles. Brice Teinturier l'a dit, aujourd'hui la maison individuelle est le logement familial par excellence, mais c'est le logement aussi qui coûte le moins cher à acquérir et qui coûte le moins cher à construire. Donc c'est pour ça qu'on a aussi, je dirais, cette affection pour ce type d'habitat. Si je devais résumer, plus on construit dense, plus on construit cher. D'accord. Alors, au-delà de la densité, pourquoi il n'y a pas plus de permis de construire qui sont libérés? Alors, je dirais, ça vient aussi de l'actualité politique et de tout ce qu'on peut voir depuis les élections. Le blocage de l'offre ne date pas des élections, mais de 6 mois avant celle-ci. Donc, on a vu une offre qui a commencé à baisser en septembre 2019. Oui, c'est toujours avant les élections municipales, en gros. On sait qu'on a 2 années toujours difficiles entre l'avant et l'après, où les permis ont du mal à sortir. Parce que c'est vrai que pour les maires, ce n'est pas toujours facile d'expliquer aux personnes qui habitent leur collectivité que d'autres personnes vont venir vivre à côté de chez eux. Jean-Michel Voulkov, je vous voyais sourire, pourquoi? Parce qu'on partage les mêmes propos et les mêmes avis. Effectivement, quand on a des modifications de PLU ou des révisions de PLU qui durent 2 ans, ça veut dire que l'ensemble des permis sont très freinés, je ne dis pas bloqués, mais très freinés, simplement du fait de la révision des règles d'urbanisme.
Et puis en même temps, il y a un certain conservatisme de la part des municipalités, d'une certaine façon. Oui, un certain alors, conservatisme, oui, mais aussi quand on a des renouvellements d'équipes municipales comme en ce moment, la nouvelle équipe en place, quand il y a un renouvellement, cherche à remettre les choses à plat, redéfinit des priorités, et c'est ce qui nous amène aussi à des délais qui sont de plus en plus longs sur les obtentions des autorisations de permis de construire. Alors, en même temps, il y a dans ce contexte la politique Action Cœur de Ville, qui est la politique de revitalisation des villes de taille moyenne. 5 milliards d'euros ont d'ailleurs été consacrés à ce sujet depuis le début du quinquennat pour Action Cœur de Ville. Grégory Monod, ça porte ses fruits, Action Cœur de Ville, ou pas ? Alors aujourd'hui, c'est des programmes qui sont certes intéressants. Il y a également le programme qui vient d'être annoncé ciblant donc les villes de petite taille au niveau de notre territoire. Action Cœur de Ville a du mal à se mettre en place, même si on se félicite qu'il y ait ces dispositifs d'accompagnement, mais ce ne sont que des projets. Aujourd'hui, on n'en est qu'au stade projet. Donc c'est des projets qui sont complexes à monter, avec une vision politique qui n'est pas toujours forcément immédiatement présente, avec un besoin d'ingénierie forte. C'est difficile pour les élus. Mais je ne comprends pas pourquoi c'est si compliqué alors qu'il y a de l'argent qui a été mis dans ces projets et qu'il y a une volonté politique. Parce qu'en fait, il faut assembler tout cela. C'est-à-dire que le cœur d'une ville, elle n'est pas composée uniquement de grands ténements fonciers et d'ensemble. Donc il faut pouvoir acquérir l'ensemble de ces ténements pour pouvoir regrouper, refaire la ville sur la ville. Et ça prend du temps. Vous êtes architecte, vous voyez ce problème-là Oui, en fait, ce qu'on voit surtout sur les centres-villes, c'est la problématique du remembrement. Et ça veut dire quoi ? C'est-à-dire c'est rassembler différentes propriétés pour avoir un ensemble suffisamment intéressant pour pouvoir reconstruire ou pour pouvoir simplement changer et faire de la mutation aussi dans les activités. Typiquement, vous avez très souvent des commerces en rez-de-chaussée et au-dessus, vous avez l'appartement qui est desservi par le commerce. Quand vous êtes dans une opération, vous voulez regrouper des activités pour reloger des activités en centre-ville. Ça veut dire qu'il faut quand même restructurer les bâtiments pour dégager les appartements du premier étage. Et c'est ces actions-là qui sont compliquées à faire parce qu'il y a une multitude de propriétaires. Alors, on parlait tout à l'heure de la densification urbaine. Est-ce que c'est ça qui explique que c'est aujourd'hui compliqué de pouvoir construire en ville, Jean-Michel Voulkov ? C'est pas plus compliqué de construire en ville aujourd'hui qu'hier. Simplement, c'est l'évolution de la réglementation a fait qu'on a des contraintes ou des éléments normatifs qui sont plus compliqués aujourd'hui qu'hier. Mais c'est notre habitude de travailler dans un environnement et dans un contexte urbain. Et alors, comment vous adaptez à cette situation ? L'adaptation, on la gère au quotidien avec les différents règlements, les PLU, les modifications que l'on a tous les jours. Mais simplement, c'est que ce qu'il faut vraiment que le gouvernement comprenne aujourd'hui, c'est que toutes les études, les permis de construire, les délais d'instruction, les délais de recours font que ce sont ces éléments-là qui bloquent les dossiers et que pour pouvoir construire aujourd'hui plus rapidement, comme le disait Cécile Mazot tout à l'heure, il faut simplifier les procédures. Le permis de construire numérique en est un. Et vous disiez concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un document qui peut être instruit et qui est dématérialisé, qui peut être instruit beaucoup plus vite. Aujourd'hui, on met plus de temps à étudier et à débloquer des permis qu'à construire des bâtiments. Et c'est là où on est en plein paradoxe. Alors il y a ça, mais il y a aussi le fait que souvent il y a assez peu d'espace dans des villes denses comme des grandes villes comme Paris, Marseille ou Lyon. Est-ce qu'aujourd'hui les Français sont prêts à avoir dans des villes assez denses des constructions qui soient en hauteur et qui ne soient pas simplement des villes qui s'étalent, Brice Teinturier ? Non, c'est un vrai sujet parce que la verticalité, la densification n'est pas quelque chose qui passe facilement auprès des Français. Comment ça se fait ? Mais parce que l'aspiration, on l'a vu, c'est plutôt une aspiration à la maison individuelle. Donc la tentation, c'est plutôt d'aller chercher de l'espace loin. A fortiori, si on peut aujourd'hui télétravailler ou se retrouver à proximité de commerces ou de services publics qui ne seraient pas concentrés uniquement dans les centres-villes. Donc il y a cette difficulté et une double aspiration des Français. Ils nous parlent d'environnement, de transition écologique, ils sont préoccupés par tout cela, mais l'habitat vertical est quand même quelque chose qu'ils ont tendance plutôt à mettre à distance. Mais alors si d'un côté on a une problématique de densification, de l'autre côté on a une problématique d'arrêt d'artificialisation, on fait comment, Grégory Monod ?
L'équation n'est pas très C'est des simple ronds dans des carrés, là. à résoudre. C'est pour ça que nous, on préfère parler de sobriété foncière plutôt que de non-artificialisation. Alors ça veut dire quoi, ça? On ne nie pas le fait qu'il faut être vigilant avec le foncier. Aujourd'hui, il va y avoir des outils qui vont permettre d'observer l'évolution de l'utilisation de celui-ci. Et donc, quand on parle de sobriété, c'est qu'on sait qu'on a besoin de foncier. On sait que, comme ça a été dit vraiment à plusieurs reprises, les Français ont différentes aspirations. On a besoin de tout type d'habitat, sous toutes ses formes, dans tous les territoires. Et ça, c'est tout l'enjeu d'une politique du logement pérenne et une politique du logement où on arrête un petit peu d'avoir des allers-retours, on fait des coups d'accélérateur et de frein. Et ça veut dire donc quoi, la sobriété foncière? On construit plus propre, avec des matériaux différents? Non, c'est plus dans l'utilisation de l'espace. Construire tout plus propre avec des matériaux différents, construire durable. Je dirais, on a des réglementations qui sont actuellement en train de être mises en place, comme la RE 2020, qui va être applicable à partir de l'année prochaine. Mais là, c'est vraiment de dire quel espace on consomme, comment on le consomme, où est-ce que l'on vit, où est-ce que l'on consomme, où est-ce que l'on justement cultive pour pouvoir vivre. C'est toute cette équation-là qu'il va falloir résoudre et tout l'enjeu des années à venir. Et alors, par rapport à ce que dit Grégory Monod, concrètement, pour un architecte qui construit des logements, ça signifie quoi, Jean-Michel Boulkoff? Aujourd'hui, pour répondre à cette problématique du logement, ça fait 30 ans que j'exerce, ça fait 30 ans qu'on dit qu'il faut 500 000 logements par an en France. Depuis 30 ans, je crois qu'à 2 ou 3, on est à 350 000, 380 000, c'est la bonne jauge. Le 500 000, je crois qu'en 30 ans, je l'ai vu 2 fois ou 3 fois. Voilà. Donc il y a vraiment deux axes sur lesquels il faut se penser. Un, la construction neuve. Et aujourd'hui, le plan de relance, on ne parle pas de la construction neuve. Ce qui est dommage parce que... C'est le grand absent du plan de relance d'ailleurs. Oui, mais c'est dommage parce que la construction neuve, à la fois, c'est la création d'emplois, mais aussi un logement neuf, c'est un logement qui est 5 fois plus isolé qu'un logement ancien. Donc on est vraiment dans une politique de rénovation énergétique, mais aussi dans une dimension sociétale qui est importante. Et puis la rénovation, comme je le disais, où il y a quand même un certain nombre d'actions que l'on peut mener sur la rénovation énergétique. Et le plan de rénovation d'Emmanuel Vargon là-dessus est effectivement important. Cette rénovation énergétique, elle peut s'appliquer à la fois sur des bâtiments et on n'est pas obligé d'avoir une dichotomie entre la maison individuelle et la tour, puisque vous mettiez l'exemple de la tour. Il y a quand même un certain nombre d'opérations de construction et de rénovation sur du petit collectif dans lequel on a de la mixité sociale, de la mixité d'usage et on arrête l'étalement urbain, la multiplication des réseaux, la multiplication des infrastructures qui a un coût colossal pour les collectivités. Dernière question, Bisrin Thurier. Comment, d'après vous, on peut envisager, par rapport aux attentes des Français, la sobriété foncière? C'est quoi? C'est des matériaux écologiquement plus responsables? C'est de l'habitat collectif? C'est quoi? Oui, je crois que c'est un mix autour de ces solutions-là. Mais il y a quelque chose qui, vous m'y faites penser avec cette question des 500 000 logements, qui est quand même pérenne dans ce pays. C'est qu'il est très difficile pour un maire qui détient donc les clés des permis de construire, eh bien, de s'opposer à une judiciarisation de plus en plus forte de la population et à des recours de plus en plus nombreux. C'est ça qui fait aussi que vous avez trop de lenteur dans les permis de construire. Et il faudrait quand même s'interroger une fois sur est-il raisonnable de donner aux maires, aux élus locaux, ce pouvoir-là, alors même qu'ils ont à gérer aussi une impopularité, puisque vous avez de plus en plus de petits groupes qui vont, pour de bonnes ou de mauvaises raisons... Parce qu'il est perçu comme impopulaire d'avoir la construction dans sa Il faut à ce moment-là assumer l'impopularité. Et souvent, vous avez des élus locaux qui veulent les moyens, mais quand ils ont les moyens, ils ne veulent pas forcément toujours assumer l'impopularité. Oui, ça pose la question de savoir qui devrait avoir le pouvoir sur les permis de construire. Exactement, est-ce qu'il ne faut pas élargir à des instances un peu plus éloignées des populations directes ou pas? Mais si vous faites ça, vous allez à l'encontre du désir de la population qui est d'intervenir de plus en plus. Donc, ce n'est pas tout à fait le sujet de la sobriété, mais c'est quand même important parce que... Non, c'est un sujet de démocratie locale. Oui, il y a des solutions techniques, technologiques qui peuvent permettre d'avoir une plus grande sobriété, mais la question clé de l'espace, de ce qu'on fait en termes de permis de construire et de ce qu'on autorise pour un foncier qui reste un foncier limité et trop limité, elle est décisive et elle renvoie à qui décide et à quel échelon du territoire. En tout cas, c'est un sujet passionnant qui va continuer à se développer. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci infiniment. Merci.